Bienvenue à cette interview. Cette interview fait partie d'une série de vidéos sur le thème du changement climatique et de l'adaptation au changement climatique dans l'agriculture. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Rougli, qui est spécialiste d'arboriculture à l'Institut agricole de Grangeneuve. Bonjour Dominique. Oui, bonjour Clément, ça me fait plaisir de participer à cette interview et d'échanger avec mes connaissances sur l'arboriculture fruitière et mes observations depuis plus d'une vingtaine d'années que je suis ici à Grangeneuve. D'accord, donc ça fait une vingtaine d'années que tu travailles à Grangeneuve. Est-ce que tu observes déjà des changements dans l'arboriculture fruitière? Oui, alors j'ai déjà observé beaucoup de changements dans l'arboriculture fruitière liés au changement climatique. Je citerai ici trois problèmes principaux que j'ai pu observer. Par exemple, les gels tardifs qui font davantage de dégâts. On peut citer l'année 2017 et 2019 où il y a eu pas mal de dégâts. Les sécheresses sont de plus importantes au printemps et en été. Et il y a aussi l'apparition de nouveaux ravageurs à l'image de la Drosophile Suzuki. D'ailleurs, ça fait depuis 2012 que je fais un suivi de pièges. Voilà, sur cette graphique qu'on vous montre ici. On voit le suivi de l'évolution des captures annuelles de Drosophile Suzuki. C'est une moyenne sur 5 sites répartis dans l'ensemble du canton de Fribourg. Donc en 2012, c'est la première année où on a capturé des Drosophile Suzuki. Et comme vous pouvez voir, il n'y avait que 8 individus sur toute l'année. 2014, c'est l'année de forte capture où il y a eu plus de 48 000 de mouches capturées en moyenne dans ces 5 pièges. Puis, depuis 2015 jusqu'à 2020, les captures s'est maintenu à un niveau moyen, je dirais, entre 7 000 jusqu'à 16 000 drosophiles par année et par piège. Donc, c'est un ravageur qui s'est installé dans le canton de Fribourg et qui pose de grands soucis aux cultures de cerises d'abord, puis des cultures de baies aussi en automne. Un autre ravageur qui est apparu dans le canton de Fribourg, c'est la punaise diabolique, un petit peu plus récent, depuis 3-4 ans seulement. Et les premières captures datent de 2018, où on a eu quelques individus au mois de septembre dans les pièges. Puis 2019, jusqu'à plus de 50 individus au mois de septembre. Et en 2020, il y a eu 4 à 5 fois plus d'individus au mois d'août comparé à l'année précédente. Pour l'instant, les punaises ont été détectées dans les pièges. Il y a encore eu très peu de dégâts dans les cultures, mais c'est une menace qui est bien présente. D'ailleurs, d'autres cantons ont déjà enregistré des dégâts assez importants, comme l'année dernière en Turgovie, où plus de 20% des cultures de poiriers ont dû être déclassées en fruits pour l'industrie ou en déchets à cause de la punaise marbrée. Et est-ce qu'il y a d'autres grandes menaces qui pèsent sur l'arboriculture en Suisse? Alors, la production de la pomme, qui est la culture emblématique en Suisse, risque d'être fortement impactée. On parlera ici des printemps qui deviennent toujours plus précoces, les hivers doux, conduit à un débourrement au printemps beaucoup plus précocement. Et cela impacte les gelées tardives sur les stades de floraison qui sont plus précoces ou c'est la jeune fructification. Une variable qui est encore peu maîtrisée est l'interruption totale ou partielle du Gulf Stream, si on regarde un petit peu à plus long terme. Et il y a peu de certitudes à ce sujet, mais des dernières études scientifiques parlent de probables interruptions, modifications temporaires au cours des 100 prochaines années
Et là, l'impact sur le climat sera encore beaucoup plus fort. Donc, si on parle de la qualité des fruits et l'effet des gelées tardives, sur ce graphique-là, on peut voir, par exemple, la floraison de Boskop, quelque chose qui est effectif ces 20 dernières années. Le stade de floraison, ici, est représenté sur l'axe des Y par le stade numéro 65. Et si vous regardez sur le stade 65, 50% des fleurs ouvertes, pour l'année 2001, la courbe rouge ou orange nous donne une pleine floraison au 10 mai. Et pour les années 2017 et 2020, la courbe en rouge foncé et en bleu nous ramène à une floraison complète pour Boskop autour du 12-13 avril, donc pratiquement un mois plus avancé. Donc, ceci montre que la culture fruitière, elle est fortement menacée par ces gelées tardives. Ces effets ne se voient pas uniquement sur la floraison, mais aussi sur les fruits. Alors, les fruits peuvent être déformés ou endommagés par des nuits froides au printemps, comme sur cet exemple, sur cette pomme topaz, on voit des marques de gel qui sont bien visibles à la récolte. Donc, les températures de gelée nocturne juste à la fin de la floraison ont endommagé les cellules génératrices du fruit, se voient jusqu'à la récolte. Et ces marques-là ne sont pas, sont uniquement visuelles, n'ont pas d'effet sur la qualité interne. Par contre, ces fruits avec des marques pareilles ne sont pas commercialisables. Et je peux aussi vous montrer, par exemple, excuse-moi, encore un autre effet du gel, c'est une forte déformation des fruits. Je ne sais pas si vous le voyez bien ici, mais si je coupe le fruit en deux, on remarque du côté déformé les cavités où ne sont pas remplies par les pépins. Donc, il y a eu une déficience en pollinisation. Et en plus de la marque de gel ici, il y a eu une forte déformation. Donc, une grosse perte qualitative. Ces fruits sont automatiquement rejetés lors du triage à la récolte et le revenu de l'arboriculteur sera directement impacté. Donc tu parles d'expérience, je pense que ça fait plusieurs années que tu constates ces effets des gelées tardives, les anneaux de gel. Est-ce que tu connais des études scientifiques qui démontreraient ces effets ou qui arriveraient à les quantifier aussi en termes de revenus sur les arboriculteurs? Oui, alors comme je t'ai dit, c'est des observations qui ont été faites et puis les arboriculteurs ont fait des expériences de pertes toujours plus grandes. Maintenant, quantifier ça, il faut mener des études scientifiques et Agroscope a publié une étude qui a été faite par ses équipes de chercheurs en 2020 où ont été mesurés l'effet des conditions météo extrêmes sur la quantité et la qualité des récoltes de pommes. En croisant les résultats comptables des exploitations agricoles de pommes avec des données climatiques, les chercheurs ont pu calculer que par heure d'exposition au gel printanier, le revenu de l'arboriculteur baissait de 2,05%. Donc ça, c'est un calcul statistique qui a été fait. Cette baisse de revenus, elle est surtout due par la perte qualitative en fruits, c'est-à-dire l'augmentation de la part de fruits qui vont au jus de pomme, comme j'ai pu le montrer tout à l'heure avec mes exemples pommes topaz déformées ou marquées avec des anneaux de gel ou des marques de gel. Merci. Au cours des dernières années, surtout, on a souvent constaté qu'il y avait des longues périodes de sec, surtout pendant l'été. Quelles sont et quelles seront surtout à l'avenir les influences de ces longues périodes de sec sur les fruits, sur la production fruitière? Oui, d'abord, l'irrigation deviendra probablement indispensable pour produire des fruits en vergers basse tige, en vergers commerciaux. Ensuite, les périodes de canicule peuvent aussi mener à des stress
liées à la chaleur, ce qu'on appelle des coups de soleil sur les pommes, donc aussi des fruits déclassés. L'augmentation des températures moyennes et l'augmentation de la durée de la végétation mènera aussi à une généralisation d'une deuxième génération de carpocaps des pommes, donc le ver de la pomme. Éventuellement, encore en cas extrême, il pourrait y avoir 3 générations, comme ça s'observe au sud des Alpes, par exemple. J'ai déjà constaté cette apparition de la deuxième génération de carpocaps dans les cultures fruitières. Quand j'ai commencé il y a plus de 20 ans à Grangeneuve, les arboriculteurs n'avaient plus de soucis de pénétration liée à des piqûres des chenilles de carpocaps après le 15 août. Et maintenant, depuis 5 à 10 ans, c'est généralisé que les arboriculteurs me rapportent des dégâts encore de morsures de carpocaps, de pénétration de larves de carpocaps dans le fruit à la mi-septembre. Et pour contrer, pour éviter des dégâts commerciaux, il n'est pas rare que les arboriculteurs doivent encore appliquer du virus de la granulose au mois de septembre pour éviter des pertes commerciales trop élevées. D'accord, donc si je comprends bien, ça devient quand même un sacré challenge de produire des pommes, de continuer à produire des pommes en Suisse. Comment est-ce que tu ferais? Quelle serait la stratégie pour continuer à produire cette culture à l'avenir? Oui, alors ça devient de plus en plus une stratégie, une sacrée challenge, aussi de la part des exigences qualitatives qui deviennent aussi toujours de plus en plus élevées. Maintenant, à mon avis, un des leviers principaux se fera sur le choix variétal et la sélection. Donc, par exemple, on pourrait choisir des variétés à floraison plus tardive ou avec un débourrement plus tardif. Donc, on éviterait l'exposition gelée tardive. Une autre question qui reste ouverte, c'est quelle résistance aux maladies favorisées. Avec le changement climatique, les printemps un peu plus secs, la pression sur la maladie de la tablure diminue légèrement ou diminue. Par contre, l'oïdium est favorisé par ces changements climatiques. Et on sait que ces dernières décennies, la sélection s'est surtout concentrée sur des variétés résistantes à la tablure. Et l'oïdium a passé un petit peu au second plan. Donc, la sélection de variétés robustes ou résistantes à l'oïdium sera aussi important à l'avenir. Mais l'avenir nous dira. Et comme tu as dit, il y a beaucoup de challenges et des difficultés encore à résoudre. Tu viens de nous parler assez longuement de la culture de pommes, des pommiers. J'imagine que ce ne sera pas la seule culture fruitière impactée par les changements climatiques. Comment est-ce que tu vois la chose pour les autres cultures fruitières? Non, ce ne sera pas, en effet, pas la seule culture fruitière impactée par les changements climatiques. La culture des cerises est déjà fortement mise en question, comme on l'a vu tout à l'heure, à cause de la pression de plus en plus forte liée à la Drosophile suzuki. Cela offre alors des opportunités pour des nouvelles cultures. Une étude récente d'Agroscope a mesuré le potentiel de la culture de l'amandier en remplacement du cerisier aux tiges. Et cette étude a conclu un bon potentiel à condition de choisir des variétés à floraison tardive. De plus, avec le changement climatique attendu, les hausses de température, l'augmentation de la sécheresse estivale, cette culture est particulièrement bien adaptée à résister à ces périodes sèches en été. Donc, si je montre ici un graphique qui a été publié dans cette étude, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, on voit que les cultures actuellement existantes d'amandiers se concentrent dans la région plutôt suisse alémanique, suisse orientale, autour de Zurich, autour de Schaffhouse, même dans la vallée des Grisons, autour de Coire, alors qu'on s'attendait plutôt à trouver des cultures en vallée, même s'il y en a,
et plus nombreuses sur la côte, dans les régions un peu plus chaudes. Donc ça a été une constatation surprenante pour ceux qui ont mené cette étude. Mais on voit que traditionnellement, c'est une culture qui est tout à fait possible en Suisse. D'accord. Au-delà de l'amandie, est-ce qu'il y a d'autres cultures qu'on pourrait qualifier de niche qui montrent un certain potentiel en Suisse? Oui, alors il y a d'autres cultures de niche. Je citerai ici par exemple le kaki, l'arbre du plaque minier, qui ces dernières années suscite aussi un engouement assez fort, aussi au point de vue des consommateurs qui apprécient cette variation, cette nouvelle offre en fruits sur l'étalage. C'est une culture qui est d'ores et déjà bien adaptée aux régions climatiques liées à son lieu d'origine, qui est quand même l'Asie, et dans des régions climatiques similaires aux nôtres. L'arbre est déjà bien résistant aux hivers froids, car il résiste sans problème des températures jusqu'à -15 en hiver. Par contre, certains problèmes risquent de se poser, car, comme vous le savez, le kaki, le fruit, va rester sur l'arbre assez longtemps, pratiquement jusqu'après la chute des feuilles en automne. Et en cas d'arrivée précoce de l'hiver, les fruits risquent d'être endommagés si les températures baissent en dessous de -3, voire -5 avant leur récolte. Donc, également, le choix variétal est très important, car certaines variétés sont très astringentes, d'autres un peu plus douces. Donc là aussi, c'est un autre problème à prendre en compte. On peut aussi citer d'autres essences fruitières, par exemple l'abricotier, qui lui est très sensible à la moniliose. C'est pour ça qu'il est cultivé essentiellement en vallée, où le climat est plus sec. Donc avec le changement climatique, avec la météo qui risque de devenir un peu plus sèche en été sur le plateau suisse, et aussi la sélection a fait des efforts et a trouvé des variétés résistantes à la moniliose. Probablement, l'abricotier risquerait de sortir de sa vallée, de son région d'origine, qui est le Valais, et pourrait être cultivé dans d'autres régions de Suisse. Intéressant. Est-ce qu'on peut parler aussi enfin, on parle beaucoup d'agroforesterie en ce moment. Est-ce que tu penses qu'il y a un potentiel pour résister aux effets du changement climatique de manière générale dans l'agriculture avec cette agroforesterie? Oui, alors l'agroforesterie a sans doute offre des potentiels. Pour l'essence fruitière en elle-même, il y a peu de bénéfices finalement, mais pour les exploitations agricoles, ça incitera à planter des arbres fruitiers aux tiges, entre autres, mais également des autres essences madérables, pour du bois par exemple. En ce qui concerne les arbres fruitiers, on choisira ici des arbres de préférence des variétés résistantes à la tavelure, robustes aux feux bactériens, qui restent une menace euh, pour les fruitiers à pépins et qu'il faut toujours prendre en compte. Vu que les arbres sont généralement pas traités, un certain équilibre va s'installer au bout de quelques années, et les ravageurs seront contrebalancés par les auxiliaires qui les maintiendront à des niveaux faibles d'attaque. Par contre, pour des arbres fruitiers aux tiges, les premières années sont cruciales. L'agriculteur qui plante des arbres fruitiers dans un système agroforesterie devra bien suivre les premières années, notamment pour lutter contre les pucerons, afin de faire des arbres qui se développent fortement. Ensuite, si on veut citer les bénéfices de l'agroforesterie pour quelques paramètres, par exemple pour les sols et les cultures sous-jacentes, la présence d'arbres dans les parcelles agricoles, que ce soit pour les grandes cultures, pour les légumes, que ce soit pour les prairies, ça offre de grands avantages. Rien que en cas de conditions de température extrême, aussi bien chaudes que froides, les arbres vont tamponner
ces extrêmes climatiques. Également au niveau régime hydrique des sols, la capacité d'infiltration de l'eau dans les sols sera améliorée, alors même que les racines d'arbres peuvent remonter l'eau aussi des couches profondes proches des nappes phréatiques. Et puis finalement, l'enracinement permanent et intense du sol diminue fortement les risques d'érosion. Le taux de matière organique sera aussi généralement influencé par la présence d'arbres et ça élève le taux de matière organique dans les systèmes agroforesterie, rendant l'entier du système beaucoup plus résilient au changement climatique. Et là, je vois que c'est une opportunité aussi pour les arbres fruitiers, peut-être en moindre mesure, mais de mettre aussi des arbres fruitiers dans l'agroforesterie, c'est quelque chose qu'il faudra tenir compte. Merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour conclure? Alors, merci Clément pour l'opportunité de cet enregistrement vidéo, de cette petite séquence vidéo qui me permet aussi de vous partager mes expériences et puis mes observations tout au long de mes activités ici à Grangeneuve. Donc, je dirais que le changement climatique peut offrir des opportunités aux arboriculteurs qui sont visionnaires, qui sont entreprenants et qui sont prêts à prendre quelques risques avec des nouvelles cultures, comme on l'a vu. Au final, toute nouvelle culture doit aussi trouver un marché, donc une demande suffisante avec un prix intéressant au producteur. Donc, le producteur, avant de se lancer, je lui conseillerais de faire une petite étude de marché et de voir quels sont les potentiels à des nouvelles cultures. Pour finir, je pense que les fruits traditionnels, les pommes, les poires, les cerises, les pruneaux, les coings et les baies resteront toujours les productions principales. Par contre, des nouvelles productions de niche, comme celle citée tout à l'heure, le kaki, l'amandier, pourront se développer en lien au changement climatique. Merci beaucoup, Dominique, d'avoir partagé tes expériences. Je pense qu'ils seront très pleines d'enseignements en fait pour les agriculteurs qui nous écoutent. Cette interview a dû se faire en ligne à cause des mesures sanitaires, mais voilà, on espère que ça vous conviendra et que ça vous permettra d'avancer dans vos réflexions en lien avec le futur de l'arboriculture sur vos exploitations. Merci beaucoup et bonne journée.